robots, imaginaire et réalité. Donc, je vous propose 5 escales sur ces idées-là, sur ce concept, on va dire, ce genre de choses. Et dans un premier temps, d'abord, on va essayer évidemment de définir le robot et essayer de voir jusqu'où on pouvait remonter pour trouver une définition du robot. Donc, première escale, c'est Héphaïstos. Donc, Héphaïstos, c'est le dieu de l'art, le dieu forgeron, le dieu artisan. Et Héphaïstos était responsable notamment des banquets de l'Olympe, un travail absolument considérable. Il va fabriquer des objets automatisés pour se faciliter la vie. Et ces objets sont assez étonnants. Alors il y a des portes automatiques, il y a des trépieds mobiles, on va voir aussi des serpents d'or, etc. Puis beaucoup d'autres animaux aussi mobiles, etc. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est chez Homère, dans l'Iliade, au chant 18, il écrit « Et il forgeait 20 trépieds pour être placés autour de sa demeure solide. Et il les avait posés sur des ronds d'or, afin qu'ils se rendissent d'eux-mêmes à l'assemblée divine et qu'ils en reviennent d'eux-mêmes. » C'est assez intéressant, cette phrase. Surtout à cette époque, on est en 850 avant Jésus-Christ, à peu près. Et il parle d'un dispositif qui est un dispositif articulé, qui est manufacturé, qui possède différents systèmes et qui ont différentes fonctions. Donc, en particulier, on a le trépied sur lequel on peut poser nos coutures, je ne sais quoi. Et puis, il y a des roues. Il y a des roues en or, donc ils ont un système mécanique qui est là-dessus. Ces choses-là, j'ai regardé pas mal, j'ai fait une recherche, c'est assez unique dans la littérature avant bien longtemps par rapport à ça. Quelques paragraphes plus tard, Héphaïstos est absolument est très éprouvé, il a besoin de soutien, et il fait appel à ses servantes d'or. Il écrit « Des servantes s'empressent sous leur maître, elles sont en or, semblables à de jeunes êtres vivants. Dans leur frêne, c'est-à-dire leur conscience, on va dire, enfin, il plaçait ça dans le cœur, le cerveau, on pourrait dire ça, dans leur frêne se trouve une pensée réfléchie, ainsi qu'une voix et qu'une force, et des dieux immortels, elles ont appris des travaux. » Alors là, bon, je me suis permis de mettre ça, et je ne sais pas si on voit qu'il y a des mots en gras. En fait, on a la définition d'un robot, globalement, ou le premier élément de la définition d'un robot. On voit qu'ils sont réfléchis, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de commande, moi je vais appeler ça la commande, ici, ils sont réfléchis. Ils ont une voix, donc ils ont un organe de communication, et on peut imaginer également une réception, un système auditif, donc il y a des capteurs et des émetteurs. Il y a une force, donc ils agissent sur leur environnement. Et puis, plus moderne encore, elles ont appris des travaux des dieux, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'apprentissage, et donc d'agir indépendamment des dieux. Et donc là, peut-être pour la première fois, on a des objets qui sont effectivement indépendants, c'est-à-dire qu'on est très loin du golem, par exemple, qui lui a besoin d'un souffle divin, ou qui va bouger avec une force, un souffle divin pour arriver à bouger. Et ça, c'est quand même assez unique dans la littérature. Alors après, évidemment, j'étais voir dans l'Antiquité par rapport à tout ce genre de choses. Et ça continue, l'Antiquité a un imaginaire de la robotique qui est vraiment présent à peu près partout. Donc, si on fait un petit saut, on va faire un saut de quelques siècles, Aristote, dans la politique, va réutiliser cette mythologie dans son discours. Il dit, si chaque instrument était capable, en une simple injonction, ou même pressentant ce qu'on va lui demander d'accomplir le travail qui lui est propre, comme on le raconte des statues de détail ou des trépieds d'Héphaïstos, alors ni les chefs d'artisans n'auraient besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves. On voit déjà qu'il y a un désir d'automatiser certaines tâches, d'avoir ces outils qu'on va fabriquer soi-même. Évidemment, Héphaïstos, c'est un dieu. Il y avait quand même quelques avantages. Je ne sais pas quelle était la mécanique à l'intérieur, mais le concept était déjà là, en l'occurrence. Donc voilà. Ça, c'est l'imaginaire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que l'imaginaire par l'Antiquité? Oui, mais c'est notre deuxième escale. On va faire une escale chez Héron d'Alexandrie. Alors, Héron d'Alexandrie, j'ai écrit le feu et l'automate parce que c'était. Alors, lui, c'est un homme. Je ne sais pas s'il est seul ou plusieurs, toujours avec les figures antiques, c'est toujours un peu difficile, mais en tous les cas, à Alexandrie, à cette époque, vers le 1er siècle, un peu avant, un peu après, on aimait beaucoup les automates. Et Héron d'Alexandrie est réputé pour avoir fait tout un ensemble. Il a inventé le distributeur automatique, qui distribuait de l'eau dans les bains. Il a inventé également une machine à rendre des oracles, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses de ce type.
Donc là, on va clairement de l'imaginaire à la réalité. Et lorsque l'on passe à la réalité, Héron est confronté à une problématique que n'avait pas Homère. Évidemment, en littérature, on n'a pas ce problème-là qui est de l'énergie. L'énergie était une pièce absolument fondamentale dans la fabrication du robot. Et Héron d'Alexandrie va très certainement y réfléchir. Alors pourquoi? Parce que certes, on pouvait relativement automatiser les machines à l'époque. Vous pouvez imaginer qu'on prenait une masse, on laisse tomber la masse, que dans sa chute, la masse entraîne une mécanique. Seulement, le problème, c'est qu'une fois que la masse est tombée tout en bas, il faut la remonter. Et qui va la remonter? C'est soit un esclave, soit un bœuf. En fait, c'est un être vivant qui va la remonter. La machine est toujours totalement dépendante, en fait, du vivant pour pouvoir exister. Alors, comment donner aux automates le souffle qui les fera se mouvoir? On attribue à Héron d'Alexandrie l'invention de l'éolipile. L'éolipile, tout simplement, c'est la première machine à vapeur. C'est assez simple au fonctionnement. Vous chauffez l'eau au pied de la marmite ici, et puis la vapeur s'échappe par les petites ailettes, et la boule se met à tourner. Elle se met même à tourner très très vite. Et avec ça, on va obtenir donc du mouvement. Et là, c'est évidemment une révolution gigantesque, on le sait. C'est la transformation du feu au mouvement. C'est ce qui va faire toute notre civilisation en fait, industrielle qu'on connaît aujourd'hui est basée là-dessus. Pour le robot, ça change un peu tout, parce que là, le robot a maintenant accès à une ressource. Il est capable, il peut aller couper du bois, et se nourrir de bois et fonctionner tout seul. Ça apporte une certaine forme d'autonomie au robot. Donc c'est un point qui est absolument essentiel. Et on va le voir, même, ce qui est aujourd'hui un problème, clairement, ce qui est essentiel aux robots sont aujourd'hui un problème de robot. On oublie beaucoup que pour avoir un robot, il faut voler quelque chose. Voilà. Donc là, je me suis permis, je vais faire venir un titan, cette fois-ci. Donc évidemment, Prométhée, c'est pas très sérieux, mais évidemment, comme Prométhée a apporté le feu aux hommes, peut-être qu'on peut dire qu'Héron d'Alexandrie a apporté le feu aux machines. Voilà. Donc, Prométhée a particulièrement mal fini. Hein. Peut-être que le répétition devrait se méfier, je ne sais pas. En tout cas, Héron d'Alexandrie, a priori, a bien fini. Et pour cause, il n'y a pas eu de révolution industrielle dans l'Empire romain, en tout cas pas comme on l'avait connu. La faute à une technologie pas assez développée, peut-être pas assez de brassage de culture également et de sciences. Il a fallu encore 1800 ans pour qu'on parvienne à une machine à vapeur qui soit suffisamment puissante. L'éolipile qu'on voit ici avait un rendement très très faible et sa puissance n'était pas suffisante pour fonctionner. Et bon, on peut imaginer que si ça avait fonctionné, Héron d'Alexandrie aurait peut-être sauvé l'Empire romain quelques siècles plus tard en apportant la croissance par l'augmentation de la productivité et remplacer ainsi la croissance par l'expansionnisme impérialiste. Mais bon, voilà. Donc on voit que l'imaginaire, la réalité, le développement des robots était quelque chose de finalement assez présent dans l'Antiquité par rapport à ça. Et puis, comme on parle de la productivité, on va faire un saut de 2000 ans en avant. On va trouver une autre figure, peut-être pas mythique, on ne va pas exagérer quand même, mais quand même une importance très forte culturellement, qui est Henry Ford, fondateur des usines et de la marque Ford, construit des voitures et au début du siècle, il utilise et vraiment il applique complètement le taylorisme et les concepts de standardisation et de fonctionnement à la chaîne. Donc là j'ai mis le feu a servi l'homme. Je n'ai pas mis le robot encore a servi l'homme. Vous allez voir que ça a une certaine importance. Alors Henry Ford a quand même sa légende par rapport à ça, puisqu'on raconte qu'il aurait augmenté les salaires de ses ouvriers pour qu'ils puissent s'acheter ses voitures. Donc ça c'est pas vrai du tout. Il le dit dans sa biographie qu'il n'y avait absolument rien de philanthropique là-dedans. Il écrit ici, pardonnez-moi c'est en anglais, mais en gros c'est que cette augmentation est l'idée la plus profitable qu'ils n'ont jamais eue. Et de façon évidente, on voit avec ce pauvre Charlie Chaplin, là, qui n'arrive pas à suivre la machine, les conditions de travail étaient tellement pénibles dans les usines Ford que le turnover, si je me permets cet anglicisme, le turnover était énorme, ainsi que les arrêts, maladies, etc. Le fait d'avoir augmenté les salaires lui ont permis d'être beaucoup plus efficaces. Voilà, c'est une petite remarque. Néanmoins, on voit ici que l'automatisation, et en tous les cas la transformation du feu en mouvement, a apporté des choses qui ne sont pas fantastiques globalement, même si d'un point de vue économique, c'était merveilleux. Mais il y a là clairement un asservissement, un assujettissement
de l'ouvrier au patron qui est assez terrible avec ces machines. Quid du robot dans et l'imaginaire du robot? Alors on dit souvent que le robot a remplacé l'homme dans ce cas de figure, mais ici, en fait, on se rend compte, alors on voit là une usine un peu plus moderne, un peu effrayante aussi, de voitures, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les robots, aujourd'hui, n'ont pas encore remplacé l'activité humaine. Elles ont finalement remplacé un ensemble de tâches qui avaient été conceptualisées quasiment pour les robots avant, c'est-à-dire ces tâches qu'on appelle aujourd'hui comme étant déshumanisantes, qui sont des tâches à la chaîne. Globalement, c'est ça. Et le robot était déjà présent lorsque les ingénieurs ont pensé comment faire une usine avec un système d'automatisation. Donc quelque part, on pourrait dire que à ce stade, le robot aurait plutôt libéré l'homme de tâches extrêmement pénibles. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de robot dans l'artisanat, par exemple. On n'en trouve pas, il n'y a même pas d'outils robotisés dans l'artisanat. Globalement, ça reste des systèmes qui sont très pénibles. Donc voilà, c'était là juste une réflexion par rapport à ces idées de qui remplace qui fabrique qui a servi qui. Jusqu'à maintenant, c'est l'homme qui a servi l'homme. Point. Voilà. Et puis, ce qui fait du chômage, principalement, ça va être l'ordinateur, parce que, évidemment, l'ordinateur est assez différent. Ce qu'il fabrique n'est pas matériel, il peut être reproduit très rapidement, le robot, lui, il faut le fabriquer. Donc, il y a quand même, de toute façon, une manufacture et un entretien qui limite cet impact. Donc voilà pour cette troisième escale. Nous allons faire la quatrième escale, et cette fois, on va passer à l'étape d'après. Donc la première étape, alors c'est un passage un petit peu, peut-être un peu pessimiste, je m'en excuse, mais les images sont tellement belles, vous allez voir que je n'ai pas pu m'empêcher. Et puis comme on a commencé avec l'Antiquité, eh bien, on va continuer avec une Odyssée. Donc là, c'est HAL 9000. Et c'est la deuxième étape, donc on va du feu au mouvement, puis du mouvement à la pensée. Et là, j'ai mis le feu pense, pardonnez-moi, c'est peut-être un petit peu présomptueux comme type de phrase, et devient paranoïaque. Alors le robot, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, est-ce que vous l'avez reconnu? Les gens l'ont reconnu? HAL 9000, c'est le robot de 2001 Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Donc un robot qui va devenir un meurtrier, tout simplement, face à ces astronomes. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que Stanley Kubrick fait le parallèle direct et complet entre l'homme et la machine, dans la structure même du film. Il y a une première partie, il y a une deuxième partie. Dans la première partie, on voit des singes qui, grosso modo, acquièrent une forme d'éveil de la conscience. Et puis dans une deuxième partie, rebelote avec la machine acquiert une certaine forme de conscience. Dans les deux cas, éveil de l'homme, éveil de la machine, c'est la peur et la possibilité du meurtre qui dominent, véritablement. Donc là, et puis la paranoïa, parce que comprenant son existence, quelque part, c'est la peur de la mort, tout simplement, c'est la peur de ce qu'on peut. Mais dans les deux cas, il y a une abstraction, finalement, de la mort qui peut devenir un outil, qui peut devenir un objectif. Donc on ne réagit plus, on ne tue plus seulement par colère ou par nécessité, mais par stratégie. C'est grosso modo l'une des thèses principales de ce film. Alors évidemment, ça termine assez mal. Lorsque HAL, justement, son robot devient conscient, il devient paranoïaque, pense qu'on va l'arrêter ou le tuer, etc. Et il envisage à un moment donné donc, de tuer les astronautes qui sont dans l'usine. Voilà, ça c'est le genre d'image de Stanley Kubrick, c'est magnifique. Alors à la fin, évidemment, là c'est HAL qui parle, il dit j'ai peur d'aller au moment où l'astronaute le débranche petit à petit. Peut-être vous vous rappelez de cette scène, une scène assez magnifique d'ailleurs, par rapport à ça. Donc là on voit qu'il y a l'émotion, qu'il y a la paranoïa, qu'il y a tous ces éléments-là. Mais la raison pour laquelle je mets cette phrase, c'est qu'il y a une chose qui est très intéressante là-dedans, et ce sera justement la dernière partie, enfin la fin de ma présentation, c'est ce parallèle entre l'homme et la machine. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est la même chose? Quand je parle de la machine, je parle évidemment de la machine intelligente, pas d'automate. Dans ce film, le parallèle est absolument évident. Donc oui, il dit, si les hommes ont vécu ça il y a 10 millions d'années, la machine vivra ça maintenant. Et c'est pas fantastique, vous voyez. Mais bon, Stanley Kubrick était un grand paranoïaque lui-même, qui a fait un cinéma de la paranoïa, donc c'est pas tellement étonnant non plus.
Donc pour parler de ça, on va parler du dernière escale, c'est AlphaGo. Alors AlphaGo, en réalité je vais parler d'AlphaGo 0, qui est la dernière mouture du système. C'est un logiciel qui joue au Go, hein, tout simplement. Mais il a une particularité, ce logiciel. Voilà. Il est basé sur l'apprentissage par renforcement, donc l'apprentissage par renforcement permet à une IA d'apprendre par elle-même. Ce qui est intéressant là, c'est que la machine n'a aucune information sur le Go au départ de son apprentissage. On va simplement lui dire si c'est OK, qui a gagné, qui n'a pas gagné, etc. Elle ne connaît aucune partie particulière, elle n'a pas d'historique des parties Go qui ont été effectuées, on ne lui a enseigné aucune forme de stratégie. Et en 40 jours d'apprentissage, AlphaGo devient le meilleur joueur du monde. Donc ça, c'est certes une forme d'intelligence très particulière, c'est extrêmement spécialisé, ça ne couvre pas du tout, évidemment, l'ensemble des caractéristiques de l'intelligence, mais c'est quand même relativement marquant. D'autant qu'il apprend très vite. Hein. Si vous voyez la courbe qui est ici, c'est en jours sur l'axe horizontal, et c'est le score du joueur, en quelque sorte, que représente la machine, sur l'axe de gauche. Donc on voit qu'au bout de 3-4 jours, il a battu les meilleurs champions du monde. Déjà, il a gagné des parties sur les meilleurs champions du monde. En 21 jours, il a battu systématiquement le meilleur joueur du monde. Et puis après, il a des scores qui n'ont jamais été atteints par qui que ce soit en 40 jours d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, je pense, vertigineux en ce qui me concerne. Si vous imaginez simplement le nombre de métiers qui nécessitent un travail cognitif du type du jeu de Go, il y a de quoi avoir peur pour l'emploi. La deuxième chose très intéressante, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses là, mais on ne sait pas comment. Et ça, c'est assez frappant parce que, effectivement, un système de neurones, en fait, sont très complexes à analyser. C'est des systèmes qui sont par apprentissage, donc ils apprennent, ils convergent vers un certain état, l'espace de phase, un certain type de transformation géométrique, mais c'est quasiment impossible à comprendre. En fait, on se retrouve dans une situation très étrange où on a des systèmes qui fonctionnent très bien, qui font le job extrêmement bien, mais on n'arrive pas à comprendre comment. Du moins, on a autant de mal à comprendre comment ils fonctionnent que comment nous-mêmes on fonctionne. Quelque part, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau, c'est-à-dire est-ce qu'on va comprendre? Il n'est pas impossible d'imaginer qu'un algorithme finisse par comprendre l'univers et par exemple, pondre une théorie de la grande unification du modèle standard, etc., et qu'on comprenne absolument toutes les choses, mais qu'on soit incapable de comprendre comment il a fait. Et là, on est bien avancé. Donc on n'a plus la mécanique interne. Pour aller un tout petit peu plus loin, évidemment, les gens qui ont fait ce type d'études, ils ont analysé ça. Ils essayent d'analyser ça. Mais regardez bien comment ils ont analysé ça. Ils ont regardé, par exemple, à 3 jours ce que faisait la machine. À 3 jours, AlphaGo joue comme un humain débutant. Il oublie complètement les grandes stratégies, les grands concepts, et il va juste essayer de capturer les pions de l'autre, assez bêtement, etc. Déjà, ça, c'est assez intéressant, parce que c'est exactement comme ça qu'on joue au Go au début. Clairement. Après 19 heures d'entraînement, AlphaGo a appris les bases fondamentales du système, et va vers des stratégies un tout petit peu plus complexes, et a compris des concepts, enfin, voilà, c'est ce que je dis, il a compris des concepts de vie et de mort des pions. On ne lui a jamais dit que des pions pouvaient être vivants ou morts. Moi, quand j'ai appris Go, on m'a appris, il m'a dit celui-là est mort, celui-là est vivant, etc. Oui, jamais. Il a déduit le concept de un pion est vivant, un pion est mort, c'est-à-dire il est en territoire ennemi ou en territoire, par lui-même. Alors, est-ce que le concept, tel que nous on l'entend, est effectivement dans la machine? Je ne sais pas, peut-être, par rapport à ça. Et puis, au bout de 70 heures, eh bien, il a une approche très stratégique avec plusieurs fronts qui mènent simultanément, etc. Donc, ce qui est très frappant ici, c'est de voir que finalement, il a développé, alors que c'est vraiment, il faut imaginer ça, c'est de l'algèbre, hein, c'est des vecteurs, puis on fait des calculs, et un autre, et il n'y a pas de... Voilà, hein, c'est des maths, mais le processus d'apprentissage est exactement le même que celui d'un humain. Donc, ça pose vraiment la question de savoir est-ce que la machine fonctionnera in fine comme c'est dernier. Comme de la machine. Et donc de poser la question, est-ce que finalement l'IA ne va pas devenir des sciences humaines, quoi, quelque part. On va avoir besoin, en tous les cas, des sciences humaines, moi je suis presque persuadé. On aura besoin des sciences humaines pour comprendre l'IA. On aura besoin des concepts et des approches de la psychologie et autres pour comprendre ce type de machine. Alors
Alors juste pour conclure et finir tout de suite, quand même, pour dire que les machines n'ont pas gagné, il y a une différence. Il y a une différence gigantesque, il y a un énorme écueil à franchir. Les machines n'ont peut-être même pas leur place dans notre société. Et j'en reviens donc au début de mon talk, c'est l'énergie. Donc là, vous voyez le joueur, champion du monde, c'est le plus gros champion du monde qui a été battu 3 fois de suite par la machine, Kijiji, eh bien, il consomme 20 watts, à peu près. Enfin, je ne sais pas exactement combien il consomme. Enfin, je pourrais dire combien consomme exactement un cerveau quand il réfléchit sur Go. Mais c'est à peu près ce qu'il y a. Et ça a été très difficile de trouver combien consommait AlphaGo, mais on peut considérer entre 100 et 1000 fois plus d'énergie. Donc il y a un véritable gouffre entre les capacités du biologique à raisonner, puisque comme on l'a vu au départ, la clé de la clé, c'est l'énergie. Si on prend trop d'énergie, ça ne marchera pas. Si on n'a pas assez, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est vraiment physiquement et d'un point de vue de la physique le point fondamental. Et de ce point de vue-là, le biologique est encore incroyablement plus puissant que la machine. Donc, ce joueur-là n'a pas vraiment perdu, le match n'était pas vraiment... Il faudra que la machine puisse tourner avec 20 watts, et là, le combat sera lié. Voilà, merci beaucoup. Merci de ce chemin auquel nous n'étions pas habitués avec vous. Ah, merci. J'avais Oui, peur que... oui, ben, parce que je me suis dit, une fois, je ne parlerai pas du tout. Non, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié, je pense que vous avez tous beaucoup apprécié aussi. Il y a peut-être une... Madame Papa, allez-y, je vous prie. Oui, parce que là, oui. Très rafraîchissant. Mais non, je voudrais me chicaner sur un petit point, parce que vous avez dit donc il n'y avait pas d'énergie. Bon. Mais quand même, sténos, c'est la force. Ah oui, bien sûr, oui, vous avez raison. Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas, dans la seconde référence de l'Iliade. Voilà, oui, tout à fait. Non, c'est vrai, vous avez raison. Sténos, c'est la force. Force et énergie. Exactement. Bon, c'est un premier point. Et deuxièmement, insensiblement, vous êtes passé de robot à machine. Alors, est-ce que vous maintenez donc robot ou machine? Parce qu'auquel cas, il fallait que ce soit machine dans le titre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai commencé par des robots, ça pour moi, ce sont des robots. Et après, continuellement, vous n'avez plus jamais employé le mot de robot. Ah, j'ai plus jamais employé le mot de robot. Donc, c'est un autre concept que celui de la machine. Alors, qui nous entraîne dans l'hubris, etc. Je crois que j'ai parlé du robot. Ah, non, alors c'est peut-être Henry Ford qui m'a fait déraper. Puisque lui utilisait que des machines, il n'y avait pas de robots à cette époque, donc effectivement, on avait là-dessus. Pour moi, il n'y a pas une énorme différence entre les machines et les robots. Sinon que, je sais pas, c'est effectivement, alors on peut dire le robot est une machine qui parle. Voilà. Mais un robot, alors l'étymologie du robot, je ne la connais pas. Alors l'étymologie du robot, c'est un homme, je me rappelle. Je ne sais pas. Ah, bon, d'accord, merci. Voilà. Merci. C'est la machine qui travaille, effectivement. Oui, et donc il a pu remplacer l'esclave avec le romantique et ça. Voilà. Oui, allez-y. Peut-être juste pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Madame, c'est vrai que vous passez de robot à intelligence artificielle. Ouais. Et on a perdu la notion de corps. Et exactement, je trouve que sur quelque chose, sur l'imaginaire, il faut peut-être aussi, en fait, ne pas perdre le lien entre l'imaginaire et le fait qu'on est des êtres avec un corps. Et il y a une importance également du corps, probablement dans notre façon de percevoir le monde et dans notre forme d'intelligence. Absolument. Juste ça. Ah oui, mais tout à fait. Tout à fait. Fondamentalement, l'intelligence artificielle est inhérente aux robots. Enfin, on voit très bien, si on ne va pas vers cette direction-là, ils ne seront jamais capables de manipuler avec leurs mains, par exemple. Les algorithmes qui essaient de faire de la manipulation avec des mains, c'est extrêmement difficile. Donc, on ira de toute façon dans cette direction-là et l'IA sera complètement reliée aux robots. Le fait, par exemple, qu'AlphaGo, j'ai marqué, j'aurais pu mettre, il n'y a pas de corps d'ailleurs, effectivement, sur le il n'y a pas d'image, parce que je n'avais pas trouvé d'image pour le mettre là-dessus.
Et effectivement, mais les robots seront obligés d'interagir à un moment ou à un moment ou à un autre. Là, on a AlphaGo, effectivement, c'est pas original. Tous les systèmes qui... je dirais que on peut parler de l'intelligence dans la capacité d'un système à modifier son environnement pour s'accommoder de cet environnement. C'est une façon de représenter et d'essayer d'identifier qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant. Il y a pas mal de concepts qui vont là-dessus. Le concept de base, mais bon, ça peut être un peu polémique, mais c'est l'inaction qui effectivement procède de cela. À partir du moment où on est capable d'interagir et de modifier avec son environnement, alors on est quelque part inconscient, quelque part invisible. Et le robot fera ça, invariablement. À un moment donné, il va finir par modifier son environnement pour faciliter, que ce soit nous au départ ou lui après. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse ce chemin. À ce point. Ah, je pense, oui. Non, je vous dis, un jour on dira peut-être, mais c'est absurde de dépenser plus d'énergie que 20 watts par logo. Et d'ailleurs, de nos jours, et aujourd'hui même, là, maintenant, c'est absurde. Voilà. Et ça, c'est vraiment un problème d'écologie, c'est un problème de gestion de nos ressources. Très bien, pas d'autres interrogations. Si, allez-y, je vous prie. Question simple. Comment vous définissez la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle? Quand vous voyez un enfant de 5 ans capable de proposer la musique, je trouve que c'est naturel. On ne pourra jamais comparer les deux ensemble. Il y a une différence énorme entre le mot intelligence artificielle, pour moi, il est un peu déformé. Ça fait l'intelligence programmée, appris, voilà, mais pas, ce ne sera jamais intelligence naturelle pour moi. Moi, je n'ai fait que poser la question. J'ai dit ce que je montre là pose la question de savoir si l'intelligence artificielle est finalement un phénomène universel et naturel. La question se pose, mais je pense que la question est vraiment essentielle et il faut qu'on se la pose, surtout si on s'intéresse à l'apprentissage et à ce genre de choses. Moi, je n'ai pas de définition entre artificiel et intelligence. Dans les deux cas, l'artificiel aujourd'hui est globalement bio-inspiré, on s'est inspiré du fonctionnement d'un réseau de neurones et il n'est pas tout à fait absurde qu'on obtienne les mêmes résultats à la fin. Mais par rapport à ce qu'on pourrait appeler naturel ou humain, ça pose quand même une question. C'est-à-dire que là, on a reproduit in virtuo un système et on retrouve que ce système apprend comme nous, on apprend. Sur des choses très simples, hein, bien évidemment. Après, un enfant, il faut voir qu'un enfant de 5 ans, il va faire, je ne sais plus, entre 8 et 10 millions de connexions synaptiques par seconde. Donc ça va quand même très vite. Il a cette puissance de parallélisation des réseaux de neurones, plus probablement tout un tas d'autres systèmes mécaniques qui fait qu'il est effectivement beaucoup plus complexe. Mais moi, je ne me prononce pas quant à savoir s'il y a des différences fondamentales entre un cerveau biologique ou même un être humain au-delà du cerveau et puis une machine. Je n'imagine pas cette prétention. En fait, tout à l'heure, tu l'as dit, il y a la biologie, entre naturel et artificiel. Artificiel, voilà, il y a la biologie qui fait toute la différence entre le naturel et l'artificiel, enfin, par rapport à la question de dire. Après, c'est un super grand domaine, hein. Il y a l'éthique, enfin, il y a plein de questions qui se posent dans ces domaines-là, donc il n'y a pas de soucis, il y a plein de réflexions dans ces choses-là. Mais effectivement, je crois que tu l'as bien dit, enfin, je dis, le naturel, après il y a des débats, il faudrait peut-être injecter des cellules ou autres, peut-être qu'on va le faire. Hein. Le jour où on va injecter peut-être dans ces machines-là des cellules, etc. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas ce mécanisme, je dirais, biologique vivant qui est assez extraordinaire, on sera loin du résultat d'optimisation, parce qu'en fait, la nature, elle reste optimiste toute seule, ça c'est pareil. Voilà, c'est ça, elle est extraordinairement optimisée. Pourquoi, il y a quand même un point... Pourquoi tu vas dans la boîte, c'est parce que justement, il n'y en a pas besoin de plus pour faire les choses. Il est naturellement optimisé. Il y a quand même une étape que je n'ai pas abordée là, effectivement, et qui est probablement une étape clé, qui est celui de la volonté. Un philosophe du 19e siècle lui-même dit, bon, bah, l'intelligence, c'est pas grand-chose, le libre arbitre, ça n'existe pas, tout ce que vous avez, c'est de la volonté, et puis voilà, donc embrasse-la, etc. Je ne sais plus, personne qui parle. Nietzsche, Thaler, de Schopenhauer, voilà. Et donc la volonté, ça va être quelque chose quand même, qui est une étape qu'on a
probablement pas encore. La grande différence, effectivement, c'est que Kijiji a eu la volonté, une véritable volonté, une envie, un désir de faire du Go, Alphago, effectivement, pour le moment. Et c'est pareil d'ailleurs pour les chirurgiens, je pense, parce que vous me posez une fois la question de savoir si le robot est chirurgien. À mon sens, un robot n'a aucune raison de soigner un homme. Donc s'il veut soigner un homme, s'il soigne un homme, c'est soit qu'il est un esclave complet, intrinsèque, programmé en tant qu'esclave, mais on ne sait pas comment programmer une machine pour intégrer ce genre de choses, sauf peut-être en utilisant la psychologie. Donc comme pour un homme, en fait, un esclave comme un homme, soit il s'en désintéressera totalement. Donc le principe de volonté est un principe qui est très fort en IA et qui n'est pas encore, à ma connaissance, les machines qui ont la volonté de faire quelque chose. Heureusement. Un grand merci. Non, pas d'autres questions. Un grand merci. Je vois que voilà, on glisse